5, vous allez quitter ce plateau, vous allez être remplacés, laissez bien vos micros s'il vous plaît sur les tables, par les candidats de la deuxième circonscription du Doubs. Le temps qui s'installe, je vous présente cette deuxième circonscription. C'est en fait l'autre circonscription de l'agglomération de Besançon. Besançon-Est, donc, avec les communes de Beurre, Chalzeul, Maure ou Saône, jusqu'à la vallée de la Loue et Ornans. Le député sortant, c'est l'écologiste Éric Alauzet. Avant lui, l'UMP Jacques Grosperrin, la socialiste Paulette Guinchard et l'UDF Michel Jacquemin ont représenté cette circonscription à Paris. Les résultats de la présidentielle il y a quelques semaines dans cette circonscription, Emmanuel Macron était en tête du premier tour, score supérieur à 25%, son meilleur résultat de notre région. Deuxième François Fillon, troisième Jean-Luc Mélenchon, quatrième Marine Le Pen. C'est d'ailleurs la seule circonscription de Franche-Comté où la présidente du FN ne figure pas sur le podium au premier tour. Bernard Payot de l'Est républicain est toujours en coulisses, il va nous rejoindre dans un instant, mais d'abord David, ils sont en place, présentez-nous nos invités. Alors on va commencer avec Éric Alauzet, c'est le député sortant de cette deuxième circonscription du Doubs. Bonjour Éric Alauzet. Bonjour. Vous êtes avec l'étiquette cette fois-ci écologiste divers écologiste. Vous étiez député écologiste sortant et vous êtes conseiller municipal de Besançon. Face à vous, on retrouve Ludovic Fagot. Bonjour, vous êtes conseiller départemental, vice-président du département du Doubs et vous vous présentez avec l'étiquette Les Républicains. Sur ce plateau également, et candidat sur cette deuxième circonscription, il y a Claire Arnoux. Elle n'a aucun mandat, elle est la candidate de France Insoumise et c'est sa première candidature sur cette circonscription. Également avec nous pour débattre et candidat sur cette circonscription du Doubs, Christophe Lim. C'est le candidat du PC et du Front de gauche. Il est adjoint au maire de Besançon. Et puis, pour boucler la boucle, Julien Accard, conseiller municipal et conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté, oui. Et vous êtes le candidat du Front National. Voilà pour les candidats en présence. Et sont aussi candidats sur cette deuxième circonscription du Doubs, Jean-Claude Chaumette pour Debout la France, José Dacruz, candidat d'hiver, Nadine de Maillot pour le Parti animaliste, Fabrice Delcambre pour Lutte ouvrière, Alain François Andivert et Christine Latournerie pour l'UPR. Éric Alauzet, vous êtes le député sortant. Vous étiez, on l'a dit, Europe Écologie Les Verts et vous n'êtes plus rien. Vous n'êtes plus PS, vous n'êtes plus écologiste et vous n'êtes pas En Marche. Alors vous êtes un candidat sans étiquette ? Voilà, je suis écologiste, c'est ma marque de fabrique. Et vous aurez remarqué que la vie politique est complètement chamboulée dans cette période. Et ça fait longtemps que moi-même, je suis en mouvement et en recherche dans cette période de doute. Et quelque part, entre les écologistes, les socialistes, En Marche, en tout cas, je pars à cette élection législative avec le soutien d'En Marche, l'étiquette majorité présidentielle. Alors excusez-moi Éric Alauzet, mais oui. En Marche ne vous a pas officiellement investi sur cette circonscription. C'est effectivement le choix qui a été fait. Vous vous êtes placé notamment dans une interview à l'Est républicain sous l'étiquette majorité présidentielle, mais vous n'avez pas l'investiture officielle. Et votre déclaration sous l'étiquette majorité présidentielle a conduit à la fois le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts à retirer la double investiture que vous aviez. Alors finalement, on a du mal à vous suivre. Eh oui, c'est difficile dans la période, puisqu'il y a du doute partout. Il y en a qui ont des certitudes, qui ne bougent pas. Moi, je bouge. Il faut savoir évoluer dans la période. Mon fil, c'est l'écologie. Et puis là, il y a une dynamique en ce moment. Il y a une ouverture, il y a de l'air frais qui souffle sur notre pays. Et moi, je vais apporter, comme le fait Nicolas Hulot d'ailleurs, ma contribution à cette majorité présidentielle. J'ai le soutien d'En Marche. J'ai le soutien du premier secrétaire fédéral du Doubs du Parti socialiste. Non, ce n'est pas vrai. Non. Ce n'est pas vrai. Si. Il nous a envoyé, Éric Alauzet, il nous a envoyé un email à toutes les rédactions, Nicolas Baudin disant on retire l'investiture du Parti socialiste. Écoutez bien, Éric Alauzet est le seul capable de remporter cette élection. Mais c'était avant que vous ralliez Emmanuel Macron, ça. Non, pas du tout. Il faut regarder les choses précisément. Éric Alauzet est le seul capable de remporter cette élection. Et c'est grâce à son travail acharné qu'il est à même de représenter notre territoire à votre à l'Assemblée communiqué, le nationale. nôtre, Éric Alauzet, du fait de son engagement explicite dans la majorité présidentielle, perd sa double investiture PS Europe Écologie Les Verts. C'est écrit noir sur blanc. Au-delà des étiquettes, Éric Alauzet, pensez-vous que le libéralisme économique prôné et revendiqué par Emmanuel Macron est compatible avec la défense de l'environnement ? Je crois qu'il faut sortir des visions un peu fermées. On a besoin sur nos territoires de liberté pour entreprendre. Il faut donner des marges de manœuvre à nos jeunes, à nos entrepreneurs, aux agriculteurs, à tous les acteurs économiques. Il faut leur donner cette liberté d'entreprendre dans un pays qui est trop compliqué. Et en revanche,
au niveau international. Il faut qu'on contrôle ce libéralisme effréné, il faut qu'on retrouve de la fraternité. Vous comprenez? Il faut être en tension entre le contrôle du libéralisme au niveau international et le fait de redonner des libertés sur nos territoires pour entreprendre. Ludovic Fagot, vous êtes le candidat Les Républicains dans cette élection, vice-président du département, conseiller municipal d'opposition. Vous faites partie de cette nouvelle génération d'élus à droite à Besançon. Vous étiez candidat municipal en 2014, au départemental en 2015, aux législatives en 2017. Vous êtes candidat à tout ? Non, pas forcément candidat à tout. En tout cas, c'est une continuité dans laquelle je souhaite personnellement aussi m'inscrire. Mais continuité aussi pour porter des convictions et des valeurs qui m'ont toujours animé et qui sont celles aussi de ma famille politique, à savoir celles de la droite et du centre, dans lesquelles on retrouve bien sûr les valeurs du travail, de la famille, de l'autorité que l'on doit retrouver, et puis de cette liberté d'entreprendre et de cette laïcité en refusant le communautarisme. Et nous avons bien vu donc, dans le cadre de ce quinquennat dont la majorité sortante est bien sûr comptable, qu'il faut reprendre un petit peu les choses et retrouver en tout cas du bon sens, et c'est dans cette mesure moi que je porte ma candidature. Candidat de la droite et du centre, dites-vous, la droite et le centre sont représentés au gouvernement. Soutiendrez-vous le gouvernement si vous êtes élu député ? Personnellement, j'ai des valeurs qui sont celles de ma famille politique, celles des Républicains. Maintenant, je crois que les gens attendent effectivement qu'un élu à l'Assemblée nationale travaille en bon sens par rapport aux besoins de la société, par rapport aux besoins et aux attentes des concitoyens. Donc concrètement, Ludovic Fagot, concrètement, je ne vois pas pourquoi je ne participerai pas à des lois, à la construction des lois qui vont dans le bon sens des citoyens, parce que je crois que c'est ce que les gens attendent, tout en gardant et en restant en clarté avec mes valeurs de droite. Julien Accard, vous êtes le candidat du Front National. Vous voulez être un député d'opposition à l'Assemblée ? Bien sûr, Marine Le Pen est la principale opposition au projet ultralibéral de M. Macron. Nous y sommes farouchement opposés et nous souhaitons effectivement être une opposition majoritaire à cette Assemblée nationale pour pouvoir porter les valeurs que sont celles des patriotes. À quoi ça sert un député d'opposition quand on n'a pas de majorité à l'Assemblée ? Alors, écoutez, déjà, l'élection n'a pas encore eu lieu, donc nous verrons si nous avons une majorité. En quoi je crois et ce en quoi je pense que nous pouvons y prétendre en tant que finalistes à cette élection présidentielle. Déjà, nous pourrons avoir une majorité, c'est évident. Et en plus, nous aurons une opposition tout à fait constructive, mais farouchement opposée. Julien Accard, vous êtes conseiller régional, conseiller municipal d'opposition, donc en Bourgogne-Franche-Comté et à Besançon. Et, même question qu'à Ludovic Fagot. Vous êtes candidat à tout ? Non, pas à tout, puisque d'ailleurs, si je suis élu député, je démissionnerai de mes mandats locaux. L'objectif... De tous ? Oui, tout à fait. L'objectif, de toute façon, c'est évident, c'est d'avoir une continuité politique. Là-dessus, je rejoins M. Fagot. Moi, je pense que quand on est candidat, quand on est élu local, eh bien, il est de notre responsabilité de représenter nos électeurs aussi à d'autres élections, notamment parlementaires. Claire Arnoult, candidate de la France Insoumise, ça ne vous a pas échappé, il y a 2 candidats sur ce plateau qui ont soutenu lors de la présidentielle la candidature de Jean-Luc Mélenchon, Christophe Lim et vous. Le PCF n'a pas présenté de candidat sur la première circonscription du Doubs, l'autre circonscription de Besançon. Ma question est simple, pourquoi n'y a-t-il pas de traitement réciproque et pourquoi ne pas vous allier pour espérer avoir un député ? Bien, donc déjà il y a peut-être 2 candidats qui ont fait la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Pour ma part, j'ai fait la campagne de Jean-Luc Mélenchon pendant la présidentielle en jouant complètement la présidentielle. Donc, et il y a surtout un seul candidat soutenu par Jean-Luc Mélenchon et un seul candidat de la France Insoumise qui est moi-même. Donc je porte la candidature de la France Insoumise et de son programme L'Avenir en commun. Concernant ces histoires de partage de circonscriptions, je pense qu'il faut quand même rappeler que les élections législatives, c'est des élections nationales. Donc il ne s'agit pas de faire des bisbilles à Besançon ou ailleurs, il s'agit de porter un programme au niveau national. La France Insoumise est un mouvement qui investit des candidats dans toutes les circonscriptions pour porter ce programme-là. Donc nous, on veut porter ce programme-là. Ce programme-là, mais vous on est les n'êtes même seuls pas capable de aujourd'hui. vous allier avec les partis qui ont soutenu le même candidat à la présidentielle que vous. Est-ce que ça pose pas problème ? Donc... le Parti communiste français a défini sa stratégie. Voilà. Donc il a décidé de présenter des candidats dans la moitié des circonscriptions de France. Donc ça, c'est des choses que le Parti communiste doit expliquer. La France insoumise a un mouvement ouvert
À l'intérieur de la France Insoumise, il y a des personnes qui sont membres du Parti communiste, il y a des personnes qui sont membres de ELV, il y a des personnes qui sont membres d'Ensemble, qui sont membres du Parti de gauche, mais il y a surtout beaucoup de personnes qui ne sont pas encartées. Et je vais reprendre votre question. Les élections législatives, c'est pour porter un programme au niveau national. Nous sommes les seuls candidats aujourd'hui à proposer la révocation des élus. Nous sommes les seuls candidats à proposer la sortie du nucléaire. Les seuls candidats à le faire dans une majorité construite. Donc, je vois que vous voulez passer à la suite. Donc voilà, nous sommes là pour On va laisser répondre Christophe Lim. Nous sommes là pour porter ce programme-là, l'avenir en commun, et nous avons des candidats France Insoumise investis partout. Christophe Lim, vous êtes le candidat, vous, PC, Front de gauche. Sur le fond, vous êtes plutôt d'accord avec les candidats de la France Insoumise. Si vous êtes candidat pour être député, c'est parce que le culte de la personnalité de Jean-Luc Mélenchon ne vous convient pas? Absolument pas. Moi, je prône l'unité depuis des mois et des mois. Mais déjà sur la présidence... Attendez, je prône l'unité. Et je la fais. Et je la fais. C'est-à-dire que quelque part, je suis un élu qui dit et qui fait. À partir de là, on a fait un certain nombre de propositions. On n'a pas présenté de candidat au présidentiel. On a amené la moitié des maires pour soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon. On a fait des propositions de répartition équitable sur les circonscriptions, non pas dans une espèce de tripouillage, simplement pour que toute la gauche, dans sa diversité, soit représentée. C'est pas que France Insoumise et le Parti communiste, c'est aussi des syndicalistes, c'est aussi des membres de milieux associatifs, et y compris par rapport à ça. Sur la première circonscription, nous avons une particularité d'avoir une députée que vous avez interrogée juste avant, qui est frondeuse et qui est très très proche de nos idées. Donc on a dit on se rapproche sur un certain nombre de points. Et pourquoi ça n'a pas été possible sur la deuxième circonscription? Mais en tout cas, nous on a fait la démonstration, M. Chevreuil, que sur la première circonscription, nous sommes allés au bout de la démarche. Nous n'avons pas présenté de candidat, je l'avais annoncé. Nous l'avons fait, et donc à partir de là, parce qu'on veut gagner un député, parce qu'on veut avoir des députés demain sur un certain nombre de choses, je soutiendrai sur cette première circonscription Barbara Romagnan pour qu'elle aille le plus loin possible. Au moins c'est clair. Une question supplémentaire, Christophe Lim. Votre candidature est-elle celle d'une primaire pour les municipales de 2020? Je m'explique. Vous êtes 4 élus municipaux sur ce plateau. À gauche, pour succéder à Jean-Luc Mélenchon, il y a 2 noms qui reviennent régulièrement, celui d'Éric Alauzet et celui de Christophe Lim. Ma question est donc simple, êtes-vous déjà en campagne municipale? Je ne suis pas en campagne municipale, et pour être en campagne municipale, je ne changerai pas de parti politique pour avoir plus de chances pour pouvoir y arriver. J'ai une fidélité, je suis reconnu par rapport à ces engagements-là, par rapport à mon travail, et donc si un jour je venais à me présenter au niveau de l'élection municipale, je me présenterai avec mon étiquette, avec des forces rassemblées autour de moi, pour pouvoir peser sur un certain nombre de programmes, mais n'ayez pas peur, tous les matins je ne me lève pas en me regardant dans la glace pour savoir si je veux être élu. Je me regarde dans la glace tous les matins pour savoir si la veille, j'ai été fidèle à mes engagements. Merci David. On va accueillir Bernard Payot de l'Est républicain qui vous écoute depuis le début de ce débat. Et Bernard qui souhaite vous interroger sur des questions très précises concernant la fiscalité locale et l'avenir de nos collectivités. Oui, bonjour à vous. Donc ce sont des questions un peu techniques mais finalement très, très proches de nous. Et ma première question porte sur la suppression de la taxe d'habitation, qui a été une mesure très, très médiatique. Et ma question est la suivante, et je m'adresse à vous, M. Alauzet. Est-ce que vous pensez qu'il n'aurait pas mieux valu jouer sur les taux, les bases, qui datent de 1970? Est-ce qu'on ne prend pas un risque à rembourser à l'euro près des collectivités vertueuses et les autres non vertueuses? Vous savez que cette réforme est impossible. Ça fait des décennies qu'on veut réformer les bases et on n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que enveloppe constante, effectivement, ça peut être bénéfique pour un certain nombre de ménages aux revenus modestes, puisqu'on prend les revenus et non plus la valeur de l'habitation, mais les revenus. Et ça conduit à une augmentation pour les autres ménages, y compris pour les personnes de la classe moyenne. Et donc, on n'arrive pas à faire cette réforme. C'est l'impasse. Donc là, ça a au moins le mérite d'être extrêmement clair. C'est une mesure classe moyenne. Pourquoi c'est une mesure classe moyenne? Parce que les 20% des personnes les plus aisées continueront à la payer et parce que les personnes les plus modestes ne la payent pas. Mais vous êtes donc, élu municipal, vous gérez des budgets... Ça génère un certain nombre de difficultés. C'est ça que vous voulez sans doute indiquer, effectivement. Vous savez que dans la loi, il y a un principe qui est la compensation à l'euro, c'est-à-dire que la recette pour la collectivité locale sera compensée totalement. Maintenant, moi, je travaillerai, pour qu'il y ait un ajustement annuel par rapport à l'inflation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire si vous êtes remboursé 100, l'année N+2 c'est 100, l'année N+3 c'est 100, alors qu'il y a de l'inflation. Donc il faut un dispositif pour qu'il y ait
un ajustement par rapport à l'inflation et d'autre part que les nouvelles constructions ou les nouvelles taxes, les nouvelles bases soient prises en compte dans la compensation aux collectivités locales. Voilà, donc c'est une mesure de pouvoir d'achat pour les classes moyennes qui simplifie cette réforme qu'on n'arrive jamais à faire finalement de la taxe d'habitation. Je vais être plus précis dans la question et je me tourne vers Christophe Lim. Par exemple, à Besançon, la taxe d'habitation, c'est 1 213 € par habitant. À Dijon, c'est 829 €. On va avoir une perte de 24 millions d'euros à peu près. Est-ce qu'on ne prend pas un risque sur la durée en remettant, je dirais, les clés du pouvoir à Bercy sur le remboursement de la taxe d'habitation? C'est la dernière étape de la suppression des communes. C'est ça qu'il faut dire. Le dernier quinquennat a engagé la fin des communes, avec des transferts, des étranglements financiers, la fin des assistances de l'État. Et donc aujourd'hui, la dernière possibilité que peuvent avoir les communes, c'est de lever l'impôt. Donc la stratégie sur cette exonération, c'est d'amener à la suppression de la commune. Je suis attaché à la commune. Tout ce qui ira à la suppression d'un certain nombre de structures au niveau communal, j'y serai opposé. Sur les aspects financiers au niveau des communes, il y a 2 réformes à faire par rapport à ça. C'est le relèvement des exonérations qui permettent de payer moins pour un certain nombre de familles, tout particulièrement les familles moyennes. Vous savez qu'une partie de la population ne paye pas la taxe d'habitation, c'est l'État qui rembourse. Donc je demande le relèvement par rapport à ça. Et sur le financement au niveau de communes, je demande la mise en place d'une taxe sur les actifs financiers des banques pour pouvoir payer l'ensemble des dépenses au niveau des collectivités. Pourquoi ça? Parce qu'on sait que les collectivités, quand elles investissent 1 €, ça ramène 3 € à l'intérieur d'une économie au niveau local. Donc cet investissement-là, au lieu de faire du CICE, dont on sait que ça n'a rien à rapporter au titre du chômage, on investit avec nos collectivités, on répond aux besoins de l'ensemble de la population et on dynamise l'ensemble de nos entreprises qui sont au niveau local. C'est ça qui est intéressant. Julien Accard, vous avez demandé la parole. Oui, tout à fait. Il est important de préciser aussi que le gouvernement, M. Macron, a précisé que dans cette réforme de la taxe d'habitation, elle serait compensée effectivement par rapport aux communes, que les communes seraient compensées. Alors la question est de savoir comment elles vont être compensées. Et il est prévu dans le programme de M. Macron d'augmenter la CSG, c'est-à-dire que c'est une taxe tout à fait injuste qui touche absolument tout le monde, les petits retraités, les salariés précaires, les demandeurs d'emploi. Et nous sommes farouchement opposés à cette augmentation de la CSG qui est d'ailleurs, je le rappelle, a déjà augmenté dans le précédent mandat. Monsieur Fagot, taxe d'habitation, pas taxe d'habitation? Alors je pense que c'est un gros risque, la suppression de la taxe d'habitation, puisque c'est une atteinte aux libertés locales. Comme a pu le dire Christophe Lim très justement, et je souscris à ses propos, c'est qu'on a vécu un matraquage fiscal sans précédent durant ce quinquennat. Nos collectivités locales, notre ruralité a été aussi attaquée par rapport à cela. Si vous prenez par exemple la commune de Thies, qui est une commune de la 2e circonscription, c'est moins 65 000 € sur la dotation globale de fonctionnement l'année dernière et moins 100 000 l'année précédente. Si vous leur supprimez la taxe d'habitation, où va-t-elle aller chercher les recettes? Alors quand l'État nous parle de compensation, on sait que dans la loi de finances c'est inscrit, mais c'est inscrit aussi de façon dégressive. Donc je pense que c'est une vraie difficulté. Vous connaissez le problème en tant qu'élu départemental, notamment. Effectivement, quand vous savez qu'au niveau du département, sur ces 4 dernières années, c'est moins 75 millions d'euros de dotation globale de fonctionnement. Donc je pense que là, on va supprimer une nouvelle partie des recettes de nos collectivités locales, de notre ruralité notamment, qui a été beaucoup impactée durant ce quinquennat. Et qu'est-ce qui va rester à nos communes? Les forêts? Le foncier? Je ne pense pas que ce soit la bonne mesure de lever la taxe d'habitation. Mademoiselle Arnoux, vous, votre position par rapport à la taxe d'habitation Alors, madame. Madame, excusez-moi. Voilà. Donc déjà, le premier point, c'est qu'on voit depuis plusieurs années qu'il y a tout un ensemble de mesures. À chaque fois, on réinvente une nouvelle mesure. Là, cette fois, c'est la suppression de la taxe d'habitation pour les foyers fiscaux les plus en difficulté. Mais on voit qu'il n'y a depuis plusieurs années, il n'y a aucune vraie politique fiscale d'importance en France qui remettent vraiment à plat les bases du système. Et nous, ce qu'on propose, c'est une révolution fiscale avec quelques principes simples qui s'appliquent tout à la fois au niveau national et au niveau local. On veut une véritable progressivité de l'impôt. Et la taxe d'habitation rentre dans ce cadre de révolution fiscale avec une véritable progressivité. Après, nous, on est également... Au niveau des territoires, il faut revenir à un aménagement du territoire qui soit organisé. Aujourd'hui, on voit bien qu'on a une disparition des communes, une disparition des départements et qu'on a des intercommunalités qui se développent, des grandes régions qui n'ont aucun sens. Ça a quel sens la grande région Bourgogne-Franche-Comté quand vous avez le nord de Lyon qui est complètement pris dans l'aire urbaine parisienne et vous avez le sud avec le Jura à Saint-Claude. Donc ce que je veux dire, c'est que là, il faut vraiment rebattre complètement les cartes. Et c'est pas avec des réformes, des effets d'annonce comme ça sur la taxe d'habitation qu'on va
y arriver. Donc nous, le principe est simple, c'est la progressivité de l'impôt. Et d'autre part, quand j'entends Emmanuel Macron parler de compensation, enfin c'est le même qui propose des baisses massives de dotation de l'État. Il faut savoir qu'à Besançon, actuellement, le délai pour avoir une carte d'identité, c'est 7 mois. Pour avoir un passeport, c'est 7 mois. Donc là, il y a une vraie... il n'y a absolument aucune cohérence dans ce qui est proposé par Emmanuel Macron. Notre programme, l'Avenir en commun, a une véritable cohérence. Et nous allons le défendre à l'Assemblée nationale. Alors justement, vous m'amenez à la question suivante qui concerne la réforme territoriale. Alors Besançon peut accéder, grâce notamment à un amendement de M. Alauzet, au statut de communauté urbaine. Alors selon vous, est-ce qu'il faut que Besançon aille au plus vite vers le statut de communauté urbaine dans le cadre de la compétition avec les autres collectivités, ou est-ce qu'au contraire, il ne faut pas le faire? Je me tourne vers vous, M. Accard. Écoutez, là-dessus, nous avons toujours été très clairs. Au moment du débat sur la loi NOTRe, nous sommes intervenus à la ville de Besançon et à l'agglomération pour dénoncer les ravages de cette loi, qui n'est finalement qu'une succession de décisions de l'Union européenne qui impose à terme de remplacer les communes, les départements et la nation par un nouveau triptyque, l'intercommunalité, des euro-méga-régions et effectivement l'Union européenne. Nous y sommes absolument opposés. Nous pensons, nous, que les échelons de proximité que sont les communes et les départements permettent de ne pas éloigner les centres de décision. Vous avez tout à fait raison de dire que cette région Bourgogne-Franche-Comté à laquelle je siège, on n'a absolument rien à voir quand on est à Belfort, à Sens. Voilà. Les gens ne s'identifient pas à ces échelons et on manque de proximité et de centre de décision. Ludovic Fagot, faut-il revoir le découpage actuel, le millefeuille actuel? Faut-il retoucher à cette répartition qui a déjà été pas mal chamboulée ces dernières années? Est-ce que pas le département l'échelon de trop? Je ne pense pas que le département soit un échelon de trop, bien au contraire. L'échelon de proximité, c'est la commune avec le maire, c'est le conseiller départemental, puisqu'on est vraiment en proximité avec les habitants. Maintenant, la question de M. Chevreuil sur le fait de revoir ce découpage administratif de circonscription, de canton, je ne suis pas sûr que ce soit la priorité en ce moment. La priorité est quand même bien ailleurs. La priorité, c'est l'emploi. La priorité, c'est la sécurité. Et je pense que plutôt que de repartir, en tout cas, dans une inertie qui n'amènera rien, en tout cas, aux citoyens, soyons très pragmatiques, prenons les choses dans l'ordre et agissons sur ce qui doit être prioritaire, comme j'ai pu vous le dire à l'instant. Merci oui. Bernard. Non, on n'a plus le temps, Bernard. Oui, merci. David Mal va revenir. David qui vous a écouté, qui souhaite approfondir quelques points. David, vous avez 3 minutes avant la conclusion des candidats. Allez, c'est parti. Vous êtes le candidat de la majorité présidentielle, Éric Alauzet. C'est ce que vous nous avez dit. Vous soutiendrez donc le gouvernement d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous voterez une loi, puisqu'on a beaucoup parlé de découpage territorial, une loi qui supprimerait un département pour mettre en avant la métropole, l'agglomération de Besançon? Je pense que les deux évolutions qui peuvent se produire sur ce mandat sont les éventuelles communes nouvelles, c'est-à-dire des fusions de communes. Ça, ce sera largement encouragé. Est-ce que ça le sera réglementairement ou par des incitations financières? C'est trop tôt pour le dire. Et c'est effectivement la possibilité, sur la base du volontariat, des départements où il y a une grosse agglomération, c'est le cas de Lyon qui est déjà en route dans cette direction. Donc la vision des grosses métropoles, une grosse métropole peut encaisser les compétences sociales du département, puisque c'est de ça dont il s'agit, puisque 50% du budget des départements, c'est l'action sociale. Bon. Donc dans ces grandes métropoles, effectivement, il pourra y avoir cette évolution, pas dans les autres départements. Donc oui à la disparition des départements là où ça s'impose. Là où il y a des grosses agglomérations. Julien Accard, cette vision du candidat de la majorité présidentielle qui dit oui, on peut supprimer les départements, oui, il faut revoir l'organisation territoriale. Non, mais c'est scandaleux. Moi, quand j'entends un écologiste nous dire qu'il faut plus de métropoles, si vous voulez, je suis un peu... Enfin, il y a de quoi tomber par terre. Nous sommes tout à fait opposés à la réforme de la loi NOTRe. Nous souhaitons revenir en arrière, supprimer les régions qui sont des gouffres financiers, où on dépense énormément d'argent pour au final très peu de services aux citoyens. Et donc on revient sur tout. Redispatcher les compétences entre celles qui relèvent du domaine de la nation, de l'État, et celles qui relèvent du domaine local via les départements, qui sont des échelons de proximité. Mais du coup, vous voulez tout revoir? Oui, tout à fait. C'était dans le programme présidentiel de Marine Le Pen. Au risque de choquer, on s'habitue à peine à la grande région, qu'il faudrait je pense qu'on n'y est pas du tout habitué, contrairement à ce que vous avez l'air de sous-entendre. On s'habitue à peine. Justement, je pense qu'il faut profiter qu'on soit au tout début pour revenir en arrière avant que ce soit trop tard. Alors, on est parti sur un débat sur la fiscalité locale. On a abouti à une discussion sur le millefeuille, sur les communes, vous avez même eu cette formule, Christophe Lim. C'est la dernière étape de la fin des communes. C'est ça le projet d'Emmanuel Macron. Mais j'en suis convaincu. C'est faux, dit Éric Alauzet qui n'a pas son micro. Ça a été engagé sur le dernier quinquennat d'une façon extrêmement forte.
ça va être mis en application. On nous crée des structures qui ne correspondent absolument pas à la vie. Je vais prendre la communauté de communes qui démarre de Arquesnan, qui va jusqu'à Amancé. On nous dit que c'est un bassin de vie. On nous dit que le bassin de vie Bourgogne-Franche-Comté, entre le début de la Nièvre, le Bourgogne, est un bassin de vie. Donc ça veut dire, y compris sur ce thème-là, je rappelle que certains ont soutenu la fin de la capitale régionale sur Besançon. C'est scandaleux, parce que ça va amener aucune économie et ça va amener un appauvrissement et un éloignement d'un certain nombre de directions au niveau de Besançon, et on va en payer les pots cassés dans un certain nombre d'endroits. Je serai très attentif à 2 domaines sur la capitale régionale. Très vite, c'est l'université et l'hôpital qui sont des excellences qu'il va falloir garder. Attention, c'est des points de fragilité dans le cadre de la nouvelle conception au niveau de la région. Merci, on arrive quasiment au terme de cette émission. Je vais vous demander à chacun 40 secondes de conclusion. On commence avec vous, Claire Arnoux. Donc du coup, alors, moi je pensais encore répondre sur la question, donc je vais reprendre sur un terme qu'un de vos collègues a employé. Il a dit la compétitivité entre les territoires. Et moi je voudrais dire que justement notre programme c'est l'inverse de ça. On n'a pas à être en compétition permanente, et Besançon n'est pas en compétition avec Dijon. Donc on est pour une société qui soit celle du partage, qui soit celle d'un aménagement du territoire cohérent sur l'ensemble du territoire. Et nous, ce qu'on propose, c'est la planification écologique. Il y a quelque chose dont j'aurais voulu parler aujourd'hui, donc je vais le placer maintenant, c'est Alstom à Ornans. Parce que c'est sur la circonscription. Et Alstom, ça faisait partie des dossiers phares de ces présidentielles. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que nous, on est pour un protectionnisme solidaire, pour défendre ces fleurons industriels-là qui doivent nous permettre de faire la transition énergétique, qui doivent permettre de développer le réseau ferré. Et Éric Alauzet, ici présent, soutient le président Emmanuel Macron qui casse ces fleurons industriels-là. Donc une politique écologique, une politique sociale, un partage des richesses et du temps de travail avec l'avenir en commun. Christophe Lim, votre conclusion, s'il vous plaît. Je ramène sur l'unité du rassemblement. On a une gauche qui est diverse. Ceux qui croient qu'ils vont tous la rassembler derrière un autre se trompent. On a des points de rassemblement, on a des points de différence qui nous font notre richesse. Il faut qu'on arrive à être unis pour pouvoir se batailler par rapport à ça, à se rassembler par rapport à ça. Pourquoi ? Parce que nous sommes à la veille de la mise en place d'une politique très libérale tenue par Macron, ou une politique encore plus libérale menée par la droite, ou le Front National sur lequel on n'a pas obligatoirement de grandes valeurs communes. Donc pour moi, je serai le candidat de résistance par rapport à toutes ces politiques-là. J'étais un candidat de résistance par rapport à la politique Hollande-Valls, et mon fil conducteur, mon fil rouge, ça sera l'humain d'abord et tout ce qui doit préserver la planète. Merci Christophe Lim. Julien Accard, votre conclusion. Bien, je pense que cette élection présidentielle a eu au moins le mérite de clarifier les choses, et on assiste à une recomposition de la vie politique qui est totale, celle que nous annoncions depuis plusieurs années, un clivage entre les mondialistes, ceux qui ne croient plus en la France, ceux qui n'aiment plus la France, et puis les patriotes, ceux qui croient encore que notre nation est grande, que nous avons un avenir important à bâtir ensemble. Et je pense qu'effectivement, avec cette majorité que nous pouvons avoir autour de Marine Le Pen, nous réussirons à nous opposer vivement aux politiques de M. Macron qui sont dévastatrices. Merci Julien Accard. Ludovic Fagot, votre conclusion ? Je pense que la France est à un tournant décisif, et notre deuxième circonscription est également à un tournant décisif. Après, il est légitime que les personnes aient des doutes, mais en tout cas, moi, je refuse ce fatalisme, et je pense qu'il faut en finir avec cette ambiguïté et puis ces candidats qui sont un petit peu attrape-tout. Donc c'est pour ça que moi, je pense incarner aussi ce renouvellement, cette nouvelle génération, avec des agissements en clarté et sans ambiguïté, avec des valeurs du travail, de la famille qu'il faut vraiment soutenir. En tout cas, moi, je veux placer la culture du résultat, en tout cas, au cœur de mon action. Et je défendrai l'identité, bien sûr, qui est notre identité française. Merci Ludovic Fagot. Éric Alauzet. Mon obsession, c'est toujours d'essayer de rapprocher les uns et les autres. Je m'y emploie depuis des années, et je vais continuer à le faire sous ma bannière, qui est celle de l'écologie et de l'humanisme, qui est ma marque depuis tout le temps. C'est pour ça que je pense que celui qui aujourd'hui donne ce signal-là, à la fois d'une bouffée d'air frais et du rassemblement, c'est le président de la République. Et c'est pour ça que je m'inscris dans cette majorité présidentielle, avec à la fois une exigence de loyauté, parce qu'il faut avancer, et on voit que toutes ces oppositions qui sont exprimées ici en permanence, on est contre tout, freinent le pays, et avec aussi, en étant un homme libre et surtout écologiste, et la présence d'Emmanuel Macron va être un appui pour moi extraordinaire pour faire avancer notre pays dans ce sens. Merci à tous les 5. Je rappelle que sont aussi candidats sur cette circonscription Jean-Claude Chaumette pour Debout la France, José Dacruz, candidat d'hiver, Nadine Demaillot, parti animaliste, Fabrice Delcambre, lutte ouvrière, Alain François d'hiver et Christine Latournerie, UPR.
PR. Merci à tous. Ce débat est à revoir sur Internet. Je vous donne d'ailleurs rendez-vous dès 15h sur nos sites Internet pour 2 débats. La première de Haute-Saône, Vesoul-Grès, et la deuxième du Jura, Champagnole-Saint-Claude. Profitez bien de votre après-midi et à tout de suite. La politique continue sur France 3.